excusez-nous pour le petit temps d'attente, si je n'avais pas l'amphi avant, du coup, on a dû préparer de vitesse. Donc, alors, bonjour à tous. On va aujourd'hui faire une conférence dans le cadre de notre cycle de conférences annuelles sur le sport dans la société. Sauf que le sport, ce n'est pas uniquement du sport, il y a tout autour des thématiques qui sont liées, comme la santé, la médecine, et aussi l'alimentation. Donc aujourd'hui, on va faire une conférence avec M. Dimitri Tigre sur le régime des athlètes et des gladiateurs. Donc je présente l'association en 30 secondes. On est l'association Sorbomantique. On prépare des conférences, tout un tas d'événements culturels comme des conférences, des expositions photos, des visites de musées, et chaque année un voyage culturel dans plusieurs sites antiques. J'ai laissé la parole à notre conférencier pour sa conférence. Bonne soirée à tous. Bien, bonsoir à tous et à toutes, et merci également à Sorbomantique pour l'invitation. Pour cette année olympique, je souhaite aborder la question du régime des athlètes et des gladiateurs. On va voir qu'il faut distinguer les deux du point de vue de la médecine et notamment du point de vue de Galien. Alors, l'imaginaire collectif se figure généralement les gladiateurs comme étant musclés, robustes, athlétiques, à l'image du cœur de glace dans Spartacus ou de Russell Crowe dans Gladiator, ou plus récemment dans la série Spartacus Blood and Sand. En tout cas, dans l'imaginaire, les gladiateurs incarnent la force physique, la résistance également. Alors, cela étant, l'iconographie antique, notamment des mosaïques par exemple, aussi les fresques, les statuaires, exprime également cette force physique des gladiateurs, des athlètes. Donc on le voit avec cette mosaïque conservée à l'époque borghèse du IVe siècle, on le voit avec les mosaïques également des athlètes en termes de Caracalla, la statuaire du fameux discobole conservé au national romain, ou encore le pugiliste, des termes conservés également à Rome. Alors, cette force physique est bien évidemment liée à l'entraînement dispensé par les entraîneurs pour les athlètes, les lanistes pour les gladiateurs, mais le régime alimentaire tient également une place essentielle dans cette préparation pour l'effort, pour la compétition ou pour le combat, dans le cas des gladiateurs. Alors, on imagine également pour atteindre une telle masse musculaire, un régime riche en protéines et aussi riche en protéines animales. Cependant, une étude publiée en 2014, sur laquelle je reviendrai plus en détail ensuite, et qui se fonde notamment sur l'analyse ostéologique de corps identifiés comme étant ceux de gladiateurs, retrouvés à Éphèse et datés du IIe siècle après Jésus-Christ. On a plusieurs dizaines d'individus, et bien suggère, contrairement à ce qu'on peut penser, que ce régime alimentaire repose avant tout sur une nourriture plutôt végétale, et où la viande finalement serait peu présente. On verra aussi les limites qu'on apporte évidemment à cet enseignement, à l'enseignement de cette étude. En tout cas, on voit déjà une distance entre l'imaginaire qu'on peut avoir et puis les réalités archéologiques. Donc le but de cette présentation est de comprendre quelles étaient les réalités du régime alimentaire des athlètes, des gladiateurs, quels étaient les éléments privilégiés, au contraire ceux qui pouvaient être déconseillés, puisqu'on verra, ce régime alimentaire peut être encadré de façon assez stricte. Et puis par ailleurs, autre représentation, à l'époque contemporaine, aujourd'hui le régime des sportifs, des athlètes, est plutôt considéré comme un régime sain, avec des excès qui peuvent parfois survenir. Dans l'Antiquité, en revanche, on verra, le régime des athlètes est entouré d'une véritable ambiguïté et peut même faire l'objet d'une condamnation de la part des moralistes, de critiques de la part des médecins. On verra pourquoi. Alors, avant de comprendre quels étaient les fondements du régime des gladiateurs et des athlètes, il faut déjà revenir sur ce que l'on entend par régime dans l'Antiquité gréco-romaine, puisque cela fait partie de la diététique, qui, on va le voir, a un sens beaucoup plus large en réalité que la diététique contemporaine, qui se cantonne généralement seulement au régime alimentaire. Alors, le terme de diététique, donc, on peut donner comme synonyme le régime, la diète, est en réalité une véritable hygiène de vie complète. Donc, on va ce qu'on entend par régime, peut-être
plutôt traduit par hygiène de vie, ça correspond mieux à la définition que l'on retrouve dans les textes médicaux. Alors, cette hygiène de vie, évidemment, tient dans une large mesure compte du régime alimentaire, mais également des exercices physiques. Au contraire, conserver l'équilibre. On va le voir, cette question de l'équilibre est absolument fondamentale dans la diététique antique. Alors, autre grand fondement de ce régime, c'est que l'alimentation et cette hygiène de vie doit être personnalisée. En fait, à chacun son régime, et par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à son sexe, son âge, par rapport à son mode de vie, ses activités, professionnelles ou non, ou sportives notamment, on le verra, mais également un régime personnalisé en tenant compte du milieu naturel, du climat, des saisons, bref, tout un tas de paramètres qui rend finalement la science du régime extrêmement complexe, puisque le médecin doit constamment ajuster de la façon la plus fine possible par rapport aux besoins du corps du mangeur, ce régime alimentaire et ce régime au sens large, comme je viens de le définir. Alors, le médecin peut prescrire donc une alimentation précise, il peut prescrire des bains qui ont une dimension thérapeutique, il peut prescrire aussi des exercices physiques. Et par exemple, on y reviendra, Galien a écrit un traité sur le jeu de balle, puisque c'est un type d'exercice qui peut être prescrit par le médecin pour aider au fonctionnement du corps et fournir des efforts. Alors, les principes du régime sont exposés notamment dans le traité du régime, attribué donc à Hippocrate, et rédigé vers 400 avant Jésus-Christ. Alors, bon nombre des enseignements d'Hippocrate sont repris à l'époque romaine par Galien, qui exerce donc au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'époque antonine, notamment sous règne de Marc Aurèle, et repris plus tard, à l'époque tardive au IVe siècle, par le médecin Oribase, qui exerce à l'époque de l'empereur Julien. En tout cas, Galien s'appuie très largement sur Hippocrate, et puis également sur bon nombre de médecins d'époque grecque classique, mais aussi beaucoup hellénistique. C'est une période où la médecine connaît un développement assez important. En tout cas, l'idée, c'est que chaque aliment dispose de pouvoirs qui lui sont propres. Et c'est pour ça que Hippocrate, dans le régime, ou Galien, dans le traité sur les facultés des aliments, dresse de vrais catalogues d'aliments, des catalogues raisonnés, où à chaque aliment, on expose les pouvoirs sur le corps. Et quelles sont les propriétés, les caractéristiques de tel aliment ou de telle boisson. Donc, comme on le disait, le choix des aliments ne doit absolument pas être laissé au hasard, il faut toujours tenir compte de leurs propriétés. Donc des critères bien précis définis par les médecins. Alors quels sont ces pouvoirs ? Je vous rappelle que cette médecine hippocratique et galénique repose sur la théorie des humeurs. Le corps est constitué de 4 humeurs, donc le flegme, le sang, bile jaune, bile noire, et puis des qualités, chaud, froid, sec, humide. Donc tout ça doit être compensé, équilibré ou corrigé, si c'est nécessaire, par les aliments et la boisson. Donc par exemple, un corps sec qui est trop sec, devra prendre des aliments plutôt humides, des fruits par exemple. Donc à l'inverse, un corps trop humide devra prendre par exemple de la viande rôtie parce que c'est réputé rendre le corps un peu plus sec et corriger donc l'humidité du corps. Et je rappelle que les maladies sont en partie expliquées par le dérèglement des humeurs. D'accord ? Donc ça suppose aussi une certaine variété du régime alimentaire, ce qui fait, et ça Galien le dit bien dans ses traités, que finalement mettre en pratique le régime de façon complète et parfaite est réservé à ceux qui en ont les moyens également. Galien dit ceux qui ont moins de moyens financiers doivent faire au mieux finalement et se débrouiller avec ce qu'ils peuvent acheter et se procurer. Donc on le voit, un jeu constant d'équilibre où le régime doit corriger le corps, une équation finalement à résoudre entre alimentation et besoins physiologiques. Alors, autre point, dans ces textes, on le voit, la nourriture végétale tend à être valorisée. Bon là je synthétise sans trop rentrer dans le détail. Elle est valorisée parce que jugée plus digeste, mais également sur le plan moral. À Rome notamment, la frugalité, qui dérive d'ailleurs des fruges, qui sont les nourritures de la terre, sont porteuses aussi des vertus qui sont censées habiter le citoyen romain. Pourquoi ? Parce que le citoyen romain doit vivre dans la simplicité, l'austérité, afin d'exprimer aussi cette dignité qui est attachée donc à sa condition. L'histoire regorge d'exemples de citoyens, de personnages illustres comme Dentatus, Cincinnatus, attachés à la terre. Quelques exemples, mais très très rapidement. On a le cas de Caton, l'ancien, qui vante justement les mérites du chou dans le traité de l'agriculture et finalement dans lequel on peut puiser une multitude de remèdes. Donc on a beaucoup de catalogues d'aliments végétaux, chez Gargilius Martialis par exemple, mais qui reprend en très grande partie Pline l'Ancien et l'histoire naturelle.
A l'inverse, la nourriture animale, et notamment la viande, est à consommer avec plus de prudence. Un des enjeux majeurs de la diététique, c'est la digestion. C'est vraiment le point central du régime. Pourquoi ? Parce qu'on considère, selon la théorie qu'on appelle de la coction, que les aliments cuisent une seconde fois dans l'estomac, sous l'effet de la chaleur du corps. Donc, les végétaux qui, justement, dans la pensée antique, ont déjà cuit au soleil d'une certaine manière, sont plus adaptés pour la digestion. Tandis que les nourritures animales, la chair, qui elle est vraiment crue, symbolise la cruditas, risque d'être moins digeste, moins assimilée par le corps. Or, une nourriture mal digérée va générer ce qu'on appelle la pléthore, une pléthore humorale, et donc générer des maladies et des déséquilibres dans le corps. Donc la viande est jugée moins digeste. Alors ici, j'ai mis un extrait de Plutarque. C'est un moraliste, mais il a aussi écrit des préceptes de santé. Il a une formation médicale assez poussée, mais attention, avec un discours teinté de morale, et même Plutarque est végétarien. Enfin, en tout cas, privilégie le végétarisme. Pourquoi ? Parce que touché par les idées pythagoriciennes, on parlera de Pythagore tout à l'heure d'ailleurs, dans le sens où Pythagore croyait, dans son école philosophique, en la réincarnation, et de ce fait, la consommation de viande était proscrite. Donc on a même un réquisitoire, Plutarque écrit aussi un traité sur la consommation de viande. Bon, en tout cas, Galien lui aussi, alors lui il ne proscrit pas la viande, mais il dit prudence parce que c'est une nourriture plus difficile à assimiler et plus difficile à digérer. J'insiste là-dessus parce qu'on va le voir, la viande justement tient une place importante dans le régime des athlètes, d'accord ? Et ce sera justement au cœur de leur critique. Alors ensuite, non seulement il faut bien choisir les aliments, mais également composer des menus adaptés aux besoins du corps et également des menus qui garantissent un équilibre. Alors, Cels, qui est un auteur encyclopédiste du 1er siècle et qui a consacré notamment une part de ses écrits à la médecine, mais il n'a pas écrit que sur la médecine, contrairement à ce qu'on pense parfois, donne quelques conseils qui, on va le voir, sont importants pour comprendre ses critiques sur le régime athlétique. Il nous rappelle qu'il n'y a jamais avantage à se rassasier avec excès. Et la mesure, j'insiste là-dessus, est vraiment le maître mot du régime de l'Antiquité. Mais à l'inverse, une abstinence excessive et nuisible. On a plusieurs cas dans l'Antiquité d'individus qui se soumettent à des jeûnes très rigoureux pour purger le corps. Ce n'est pas une dimension religieuse, c'est vraiment médical. Donc il faut trouver une mesure entre la surabondance et au contraire les privations excessives. Et donc, on a de véritables menus qui sont indiqués par les médecins selon l'état du corps, pour les malades, pour les hommes sains également. Cels incite également à se méfier des plats trop aromatisés. Donc voilà, on a quand même des prescriptions assez détaillées sur les repas. Bon, voilà quelques éléments qui permettent d'apercevoir des principes généraux sur le régime pour mieux comprendre le régime des athlètes. Alors, comme on le disait, donc Galien est un de nos auteurs principaux sur le régime pour l'époque tardive, d'ailleurs, pour l'époque impériale, pardon, pas tardive. Et d'ailleurs, je rappellerai aussi que son œuvre représente environ 20% de la littérature antique grecque qui est conservée aujourd'hui. Donc c'est vraiment une masse textuelle absolument énorme et tout n'est pas encore traduit et édité. Alors Galien, donc justement, est médecin des gladiateurs. Donc ça peut être intéressant pour entrer davantage dans la question du régime des athlètes de rappeler quelques éléments sur sa carrière. Alors je signale quelques ouvrages pour aller un petit peu plus loin. Une biographie de Véronique Boudon-Millot, donc Galien de Pergame, qui est très complète sur le sujet. Un catalogue d'exposition d'une expo qui s'était tenue en Belgique il y a quelques années, au temps de Galien. Et puis, autre ouvrage que vous trouvez en ligne sur Open Edition, Galien de Pergame, c'est un ensemble de textes réunis par Paul Moreau et qui sont des textes autobiographiques. Bon, les textes médicaux peuvent être un peu arides parfois, mais ici, voilà, Paul Moreau a réuni des textes qui mettent en valeur la carrière de Galien et qui le contextualisent un petit peu plus. Alors, Galien est nommé médecin des gladiateurs à Pergame, qui est sa cité d'origine, donc qui se trouve en Asie mineure. Il est nommé en 157. Donc, on est sous le règne à la fin du règne d'Antonin le Pieux. Et Galien rappelle que cette charge lui a été conférée par le grand prêtre chargé du culte impérial. Pourquoi ? Parce que les combats de gladiateurs, souvent sont organisés en lien avec des cérémonies et qui peuvent être liés au culte impérial ou des fêtes liées donc à la famille de l'empereur ou l'empereur lui-même. Alors Galien est assez jeune, il a 29 ans au moment où il est nommé médecin des gladiateurs, et il a déjà une formation assez solide. Galien a beaucoup voyagé dans sa carrière,
Et à ce moment-là, il s'est rendu notamment à Smyrne, donc également en Asie mineure, et puis surtout à Alexandrie, qui est justement un des hauts lieux de la médecine à l'époque hellénistique, bon, évidemment la fameuse bibliothèque. Donc il a vraiment perfectionné sa connaissance médicale à Alexandrie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les écrits de Galien, on voit vraiment un souci très poussé de prendre soin des gladiateurs, de les soigner au mieux et les maintenir en bonne santé. Alors, il ne s'agit pas d'un acte purement philanthropique, on pourrait dire, mais il y a un intérêt. C'est qu'en fait, les gladiateurs, si ce sont des esclaves, coûtent très cher. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine souvent, alors, il y a une mortalité, bon, c'est certain, évidemment, mais en tout cas, les gladiateurs sont loin de mourir à chaque combat. D'accord ? Pourquoi ? Parce que lorsque ce sont des esclaves, je dis lorsque ce sont des esclaves, puisqu'il y a aussi des hommes libres qui parfois vont combattre dans l'arène, eh bien, c'est un investissement déjà à l'achat, les esclaves coûtent cher, et puis ensuite à l'entraînement, à la formation, à l'entretien également. Donc le laniste, c'est celui qui achète et entretient et qu'entraîne les gladiateurs, a tout intérêt évidemment à faire du bénéfice en fait, à tirer au mieux profit de ces investissements. Donc, et puis ces médecins étaient reconnus au point parfois de se voir carrément dresser des statues dans les amphithéâtres. Donc on voit vraiment qu'ils sont complémentaires aussi de l'activité des gladiateurs. Alors Galien, dans un traité de pharmacologie, explique les techniques qu'il a pu mettre au point. Alors, ce qui est assez intéressant avec Galien, c'est qu'il a une estime de lui-même qui est assez haute. Il met souvent en accusation les autres médecins en disant voilà, que les autres médecins font n'importe quoi, regardez ce que je fais moi, c'est la démarche à suivre. Donc il dit voilà, que tous les médecins qui l'ont précédé versaient la plupart du temps de l'eau chaude sur le membre blessé avant d'appliquer un cataplasme. Lui renonce à l'usage de l'eau chaude et il applique de l'huile et ensuite le remède est beaucoup plus efficace. Bon, voilà un exemple qui montre aussi qu'il expérimente. D'accord ? L'expérience joue un rôle très important dans la médecine antique, l'observation également. Et donc il perfectionne véritablement le soin des gladiateurs. Et à la fin du passage, il dit il se fait que dans les années précédentes, beaucoup de gladiateurs étaient morts, tandis que de mon temps, aucun ne mourut. Donc on voit bien que cette question de la mortalité des gladiateurs est à nuancer, d'accord ? Ni parmi les blessés du genre que j'ai dit, ni des suites d'une autre blessure. Donc on voit vraiment qu'il y a un soin assez sophistiqué, qui est loin d'être sommaire, qui est porté donc aux gladiateurs. Alors je voulais rappeler un point aussi qui est important, c'est que le médecin, en tout cas le médecin hippocratique ou galénique, n'est pas un spécialiste. Le bon médecin, contrairement à l'Égypte antique par exemple, le bon médecin est généraliste. Et il est supposé dominer les 3 domaines de la médecine que sont la pharmacopée, la chirurgie et la diététique. Bon, Sells dit clairement que c'est la diététique qui est la branche la plus noble parce qu'elle suppose un savoir plus complexe. D'accord ? Après, l'archéologie permet de documenter surtout la chirurgie parce qu'on a tout l'instrumentum alors que la diététique ne le nécessite pas forcément. Alors, je voulais ajouter aussi cette fresque récemment découverte à Pompéi où on voit justement une belle blessure de gladiateur à droite qui est ensanglantée donc, sur cette fresque retrouvée dans la région 5. Et puis, un exemple assez intéressant, avant de se centrer sur la question du régime, Galien rapporte une opération assez spectaculaire, on pourrait dire, d'un gladiateur qui a été quasiment éventré, une partie des entrailles est ressortie. Il nous dit donc qu'il s'est fallu de peu pour qu'il pratiqua l'ablation totale de l'épiploïde. En fait, c'est une membrane qui entoure l'estomac et qui, justement, dans la médecine antique est très importante parce qu'elle garantit la chaleur de l'estomac. Or, on l'a dit tout à l'heure, la coction, qui est donc la deuxième cuisson des aliments dans l'estomac, dépend de cette membrane. Donc, que dit-il ensuite ? L'homme en question recouvra rapidement sa santé. Et pourtant, il était tellement sensible au froid extérieur et il en était si facilement victime qu'il ne supportait pas d'avoir le ventre à l'air. Il était partout enveloppé de laine. Donc on voit le succès que pouvait avoir Galien à soigner les gladiateurs et les techniques déployées pour leur bonne santé. Alors maintenant, intéressons-nous donc de plus près au régime des gladiateurs. Ah oui, alors j'insiste aussi sur le fait que les médecins pour les gladiateurs sont parfois assistés de masseurs. Les masseurs peuvent être présents au terme également, parce que les massages, j'insiste, c'est pas juste pour se détendre, ça a une vraie vertu médicale. Ça aide au fonctionnement du corps, à la régulation des humeurs. Donc c'est vraiment une stratégie thérapeutique utilisée par les médecins. Donc maintenant, intéressons-nous au fondement du régime des athlètes. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans les textes médicaux, notamment, on trouve un lien assez étroit entre le monde des sportifs et le monde des médecins.
Et notamment, on va le voir parce que l'entraîneur joue un rôle très important dans le suivi du régime de ses protégés. Et Hippocrate, dans le traité de l'ancienne médecine, qui est un traité d'histoire de la médecine en partie, nous dit la chose suivante. Pourtant, ce fut une grande découverte, fruit de beaucoup d'observations et de beaucoup d'art. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'encore de nos jours, ceux qui s'occupent des exercices et de l'entraînement des athlètes ajoutent sans cesse quelques découvertes en appliquant la même méthode dans leurs recherches pour déterminer quels sont les aliments et les boissons dont l'athlète triomphera au mieux et grâce auxquels il sera au summum de sa force. Donc, l'auteur de ce traité dit clairement que les observations menées par les entraîneurs et les athlètes, au fil de leur régime et de l'adaptation de ce régime, contribuent à perfectionner le savoir diététique. Donc on voit d'emblée qu'il y a des liens entre médecine et monde du sport, on peut dire. Et Galien, dans le traité de l'hygiène, fait une analogie, il dit que l'entraîneur est l'assistant du gymnaste, de même que le cuisinier est l'assistant du médecin. Donc s'il fait cette analogie, c'est qu'il y a des liens évidemment entre les deux mondes. Alors ensuite, autre point, pour l'entraîneur, donc, le régime alimentaire a un but précis, c'est un but performatif, c'est-à-dire que le régime doit servir évidemment l'effort qui doit être fourni. Alors justement, quel est ce régime? Alors je voulais partir de textes satiriques pour comprendre aussi d'abord comment était perçu ce régime des athlètes à l'époque. Et on dispose au moins de 2 passages d'époque impériale, des satires de Juvénal et des épigrammes de Martial, où on dit, donc chez Juvénal, à peine quelques-unes font du sport et mangent les rations des athlètes. Donc là, en fait, on se moque de ceux et celles qui mangent comme des athlètes sans pour autant faire du sport. Et puis Martial dit à peu près la même chose. Il dit, il se moque d'une femme qui s'appelle Philalis. Elle ne dîne, elle ne se met à table qu'après avoir vomi 7 sautiers de vin pur. Alors, je rappelle que le vomissement est aussi une technique purgative. Contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas pour se gaver, même malgré ce que dit Sénèque, mais c'est une technique de purification du corps, de purgation. Et elle croit pouvoir revenir à ce chiffre lorsqu'elle a absorbé 16 pains de régime pour athlètes. Donc, on apprend 2 choses. On apprend qu'il y a un régime spécifique pour les athlètes d'une part, et, point plus précis, qu'il y a justement un pain spécifique pour les athlètes. Et on va le voir tout de suite, c'est que justement, le régime des athlètes repose en partie sur 2 aliments principaux. Donc là, attention, je ne parle pas des gladiateurs, je garde pour la suite, le pain et la viande. 2 aliments vraiment qui sont au fondement de leur rapport nutritionnel et au fondement de leur diète. Donc il y a une véritable complémentarité entre les deux. Alors, les sources, attention, mettent en avant ces 2 aliments, mais bien sûr, on le devine, ils pouvaient aussi être amenés à consommer des légumes, des légumineuses, d'accord? Mais en tout cas, si ça revient et si c'est mis autant en avant, c'est que ça montre bien qu'il s'agit là de 2 des fondements de ce régime. Alors, je voulais commencer par me centrer sur ce fameux pain des athlètes. Bon, le texte de Martial est assez allusif. Eh bien, chez Galien, on trouve davantage de détails, notamment dans un chapitre consacré aux produits tirés des céréales et du blé. Alors, je rappelle aussi qu'il existe beaucoup de pains dans l'Antiquité différentes variétés selon les farines utilisées, selon le mode de cuisson. Il existait un pain spécifique pour les militaires, par exemple, certainement aussi plus consistant. Et donc, voici ce que nous dit Galien sur le pain des athlètes. De la même façon, pour les pains, un pain qui n'est pas complètement bien cuit et n'a pas beaucoup de levain convient à un athlète. Mais pour quelqu'un de normal et un vieillard mieux, vaut un pain très bien cuit au four de campagne, avec beaucoup de levain. De plus, le pain entièrement sans levain n'est utile à personne. Donc on voit que c'est un pain qui n'a pas beaucoup de levain, qui n'a pas beaucoup levé, qui n'est pas très bien cuit, donc peut-être qu'il y a une certaine consistance et qui convient bien finalement aux besoins des athlètes. Alors, toujours dans le traité sur les facultés des aliments, un petit peu plus loin, on trouve un autre passage où on nous dit car ces gens-là, ils parlent des moissonneurs et des fossoyeurs. Selon toute apparence, digèrent mieux même que les athlètes de la catégorie poids lourd. On voit aussi qu'il y a différentes catégories, poids lourd, poids plus léger, selon l'effort qui est fourni. Les pains sans levain, donc il confirme l'idée que ces athlètes mangent du pain sans levain, ainsi que la viande de bœuf, jugée aussi peu digeste, et de chèvre. Alors, dans un autre passage, toujours le même chapitre, il donne un peu plus de détails. Il nous dit que les athlètes prennent les aliments qui sont les meilleurs pour les humeurs, mais parmi eux, les poids lourds en prennent des épais et des gluants. Alors, ce qu'on écrit comme épais et gluants, c'est aussi les humeurs en fait que sécrète l'aliment une fois dans le corps. On le verra, la viande de porc notamment est réputée sécréter de telles humeurs.
C'est ainsi donc qu'on appelle les lutteurs en particulier, mais aussi les pancratiastes. Alors le pancras, c'est une forme de boxe à l'antique, et les boxeurs. Alors, puisqu'ils se préparent exclusivement pour les concours, ils sont obligés quelquefois de lutter, soit de faire les pancratias pendant toute la journée. Pour cette raison, ils ont besoin aussi d'une nourriture qui soit difficile à altérer et difficile à disperser. Disperser, ça veut dire qu'il se répand et se dissémine dans le corps, bon, etc., etc. En tout cas, on le voit, un régime constitué d'une nourriture consistante. Plus loin, il dit, et si un profane, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas versé dans la médecine ou qui n'est pas athlète, qui n'est pas à l'entraînement, consommait une telle nourriture, donc celle des athlètes, il souffrirait très vite d'une maladie pléthorique. Ce qu'on appelle une maladie pléthorique, c'est un excès d'humeur lié à une nourriture trop riche en fait, et difficile à assimiler, parce qu'on ne fournit pas les efforts en conséquent. Tout comme un homme à l'entraînement suivait un régime de légumes et de soupe d'orge, il se détruirait vite et épuiserait entièrement son corps. Donc on voit bien qu'il y a une nécessaire adéquation entre l'effort évidemment et le régime qui est fourni. Alors ensuite, autre aliment donc, qui tient une place tout à fait importante, c'est la viande. Alors, Galien établit une hiérarchie des viandes, et la meilleure à ses yeux, c'est la viande de porc. Pline l'Ancien, lui aussi, dit dans l'histoire naturelle que c'est une des meilleures viandes, et pour preuve, c'est aussi la viande la plus consommée dans l'Italie romaine. Et ça, l'archéologie le prouve également. Et donc Galien nous dit que de tous les aliments, la chair des porcs est la plus nourrissante, et les athlètes en font le plus clairement la preuve. Si pour des exercices équivalents, ils mangent un jour un poids équivalent d'un autre aliment, le lendemain, ils deviennent immédiatement plus faibles. Donc on voit clairement que leur force physique, leur capacité à soutenir les efforts, dépend assez largement aussi de cette viande de porc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pline l'Ancien rapporte une anecdote au sujet de Pythagore. Et alors vous savez que Pythagore, c'est un personnage évidemment entouré de légendes, de traditions, et certaines traditions rapportent notamment qu'il entraînait des athlètes. Et donc Pline nous dit la chose suivante: elles, donc les figues sèches, font également prendre du poids et des forces. C'est pourquoi les athlètes mangeaient autrefois de cet aliment. C'est l'entraîneur Pythagore qui, le premier, les a fait passer à la viande. Elles rétablissent très efficacement après une longue maladie. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est certainement une tradition qui est rapportée. D'autant, on l'a dit, en plus c'est contradictoire, puisque Pythagore vante le végétarisme. Bon, en tout cas, voilà ce que nous rapporte Pline l'Ancien. En tout cas, c'est un régime qui, on le voit, repose sur la prédominance de deux aliments, consommés en quantité importante. Et là, en fait, on contrevient à deux principes de régime. Le manque de diversité, d'une part, et puis la mesure. Tout aliment, aussi sain soit-il, doit toujours être consommé avec mesure. Or, on va le voir, l'excès, notamment de viande, eh bien, est éloigné en fait des recommandations des médecins. Alors justement, on va se pencher à présent donc sur les critiques qui sont formulées, notamment par la morale, mais aussi dans une certaine mesure par des médecins, sur le régime des athlètes. Alors justement, on va le voir, les athlètes sont étroitement associés à la consommation de viande, et notamment l'un des plus célèbres parmi tous, le fameux Milon de Crotone. Alors Milon de Crotone est un athlète qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc originaire de Crotone en Grande Grèce, mais autour duquel se sont forgées de très nombreuses légendes, et notamment au sujet de sa force supposée légendaire. Alors je vous signale notamment, elle est sortie en poche récemment, la biographie de Jean-Manuel Robineau, qui est très très bonne, sur ce personnage, et puis un personnage passé à la postérité, puisqu'au Louvre par exemple, on a une statue de Pierre Puget qui représente la fin et la mort de Milon de Crotone, qui, je vous le rappelle, sur la tradition, aurait voulu fendre un grand chêne de ses mains, se serait trouvé coincé et aurait fini dévoré par les loups. Donc c'est ce qui est représenté ici. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est son régime alimentaire, et on a plusieurs sources antiques qui rapportent des anecdotes assez marquantes sur le régime de Milon. Et notamment chez Aristote. Dans l'Éthique à Nicomaque, on peut lire la chose suivante: si pour la nourriture d'un tel individu déterminé, un poids de 10 mines est beaucoup et un poids de 2 mines peu, il ne s'ensuit pas que le maître de gymnase prescrira un poids de 6 mines, car cette quantité est peut-être aussi beaucoup pour la personne qui l'absorbera ou peu. Pour Milon, ce sera peu. Et pour un débutant dans les exercices de gymnase, beaucoup. Il en est de même pour la course et la lutte. Donc, on a plusieurs chiffres qui reviennent dans les sources, notamment une source plus tardive chez Athénée de Nocratis,
Alors c'est un auteur qui est écrit au IIIe siècle après Jésus-Christ, fin 2e, début 3e, mais en fait qui compile uniquement des œuvres essentiellement d'époque hellénistique, d'accord ? Et donc il rapporte sur des sujets assez variés, beaucoup de choses sur l'alimentation, et il nous dit donc que Milon de Crotone mangeait 20 mines de viande, autant de pain, 3 conges de vin qui étaient bu. Alors à quoi ça correspond ? 20 mines de vin, ça fait 9 kilos. Et 3 conges de vin, ça fait 10 litres. Alors même si le vin était bu coupé d'eau généralement, ça fait quand même une quantité considérable. Bon voilà, 9 kilos de viande, évidemment, c'est phénoménal. Alors, évidemment, comme on l'a dit, il s'agit de traditions empreintes de légendes, donc voilà, la réalité historique est certainement plus nuancée. Alors, toujours chez Athénocratis, justement, on trouve aussi un jugement assez sévère dans le même livre, dans le livre 10, à l'encontre des athlètes. Athénée rapporte les propos suivants, donc, dans le nombre infini de méchants hommes qui se trouvent en Grèce, il n'y a pas de race plus odieuse que celle des athlètes. Eux qui n'ont d'abord eu aucun principe d'éducation et ne peuvent vivre avec honneur. En effet, comment un homme esclave de sa bouche et de son ventre amasserait-il assez de biens pour faire régner l'abondance dans sa patrie ? Ils ne peuvent ni soutenir l'indigence, ni se résigner aux vicissitudes du sort. Alors ici, on trouve un jugement qui est très important dans la morale antique, tant en Grèce qu'à Rome, c'est qu'en fait, le bon citoyen, c'est un citoyen utile pour sa cité, soit pour les affaires de la cité au niveau politique, soit pour la défense de sa cité. Or, si le corps est trop alourdi par les nourritures et qu'on se noie dans les plaisirs, et du point de vue romain, si on se noie dans ce qu'on appelle la molitia, c'est-à-dire une mollesse notamment morale, mais qui se retranscrit également de manière physique, eh bien, on est un individu méprisable, en fait, on est marginalisé. Donc, l'excès dans la consommation alimentaire est très mal perçu du point de vue de la morale antique, et notamment sur le plan de la question de la citoyenneté. On trouve également des éléments de jugement très très sévères chez Sénèque. Bon, Sénèque est généralement assez sévère avec beaucoup de personnes, mais en particulier avec les athlètes. On le trouve dans les lettres à Lucilius. Il dit qu'il ne convient nullement à une personne cultivée de passer son temps à faire travailler ses bras, à s'élargir l'encolure, à se fortifier la poitrine. Quand tu auras épaissi, quand tes muscles auront pris du volume, jamais tu n'égaleras la puissance d'un gros bœuf, jamais tu ne pèseras autant. Ajoute ici que le bagage d'un corps épais écrase l'âme, paralyse son agilité. Dans ces conditions, réduis autant que possible la part du corps et mets ton âme au large. Donc Sénèque se montre très critique en fait envers ceux qui cultivent l'image du corps et puis la dimension physique en fait de l'individu au détriment de l'âme et de l'esprit. Bon, évidemment, la pensée stoïcienne explique aussi ce jugement. Et il dit que accorder trop au développement physique a pour conséquence beaucoup d'ennuis. D'abord la fatigue des exercices qui, en nous mettant hors d'haleine, nous rend incapables d'une forte application et d'un travail intellectuel un peu ardent. Et puis le trop de nourriture fait que l'intelligence s'épaissit, etc. etc. Et là aussi on retrouve l'idée que finalement ceux qui s'adonnent à l'entraînement athlétique de façon intensive et se soumettent à l'autorité d'un entraîneur, finalement perdent toute dignité et toute autonomie. Le bon citoyen, ça c'est quelque chose qu'on retrouve à Sparte aussi, on retrouve aussi à Rome, c'est le citoyen maître de son corps, parce que comment servir la cité, ou la diriger encore plus, si on est magistrat, si on est empereur, si on n'arrive pas à se diriger soi-même. Ça c'est vraiment un principe important de la morale antique, mais aussi de la diététique. Donc finalement, on le voit aussi à travers le régime, c'est la question finalement de la place de l'individu dans la cité qui est en jeu. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais en tout cas, dans une autre lettre, il dit également que voilà, ce sont des imbéciles, ceux dont on admire l'encolure et les muscles. Donc on voit vraiment qu'il y a une opposition entre l'intellectuel versé dans la lecture, dans les choses de l'esprit, et celui qui cultive uniquement le corps et le physique. Donc on voit qu'un tel régime, finalement, versé dans l'excès, nuit à l'harmonie entre le corps et l'esprit. La nourriture consommée de manière excessive, le poids des exercices, donc diminue l'intelligence, diminue la volonté également, et on ne peut même pas régler sa propre alimentation. Cels, dans le traité de la médecine, dit clairement que dans l'idéal, dans l'absolu, l'individu pleinement épanoui sur le plan moral et puis médical doit être capable de régler par soi-même son propre régime. Or, l'athlète remet son propre régime finalement entre les mains de l'entraîneur. Donc, ça contrevient tout à fait à ce principe. Alors, Galien, lui aussi, finalement,
même s'il a été médecin des gladiateurs, se montre aussi prudent vis-à-vis du régime des athlètes. Il dit notamment qu'il se gorge outre mesure et qu'il méprise totalement les paroles du vénérable médecin, comme saisi par un transport de corrivente. Donc lui aussi évidemment se montre très méfiant envers l'excès. Pourquoi ? Parce que même si évidemment ils fournissent un effort conséquent, rappelons-le, tout excès dans la diététique est mauvais. La mesure vraiment est le maître mot. Et dans d'autres passages d'ailleurs, il se montre assez encore plus dur. Il n'hésite pas à comparer les athlètes à des animaux, même à des porcs carrément, notamment parce qu'ils s'engraissent pour atteindre une masse musculaire importante. Ensuite, également, autre point, c'est que ces athlètes consomment beaucoup de viande, et notamment la viande de porc. Or, ce sont, on l'a vu, des humeurs visqueuses, gluantes. C'est la manière dont est décrite la viande et l'aspect qu'elle a une fois ingéré dans le corps. Et donc Galien finit par assimiler aussi cet aspect visqueux et gluant au corps des athlètes. Donc d'où le jugement dépréciatif. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette complémentarité donc, entre viande et pain, même si évidemment on le devine, d'autres éléments peuvent être consommés, garantit donc un apport nutritif conséquent et qui répond donc aux besoins des athlètes. Alors, cependant, nuançons un petit peu ce qu'on vient de dire, Cels, dans le traité de la médecine, mais j'insiste sur le fait que Cels n'appartient pas à la même école médicale que Galien. Cels fait ce qu'on appelle de la doxographie, il passe en revue les différentes pensées médicales pour en faire la synthèse. Et Cels, dans son traité, ce livre 4 de mémoire, oui c'est ça, dans le traité de la médecine, dit que lorsqu'on a un mal qui est trop résistant, trop persistant chez un malade, il ne faut pas hésiter à le mettre au régime des athlètes. Donc, dans une certaine mesure, ce régime peut tout de même avoir une certaine utilité. Et d'ailleurs, même le philosophe Porphyre, qui écrit au IIIe siècle, qui d'ailleurs a écrit aussi un traité sur la viande où il condamne la consommation de viande, dit il faut s'abstenir de viande, mais les athlètes, eux, peuvent en consommer parce que c'est nécessaire à leur entraînement. Donc on voit que même pour Porphyre, pourtant très hostile à la consommation de viande, des concessions peuvent être réalisées. Alors, ensuite, on va s'intéresser donc au régime des gladiateurs. Alors, pour les gladiateurs, on trouve des éléments, notamment chez Galien, dans le traité sur les facultés des aliments. On est au livre 1, qui est consacré donc essentiellement aux végétaux, céréales et légumineuses. Et il dit donc tous les jours, les gladiateurs de mon pays, donc Pergame et l'Asie mineure, l'ouest de l'Asie mineure, utilisent beaucoup cet aliment. Alors, il parle de quel aliment ? Il parle des fèves, des légumineuses qui justement garantissent un apport calorique important. Donc, il poursuit sur ces fèves et donc cet aliment renforce la qualité du corps à l'aide d'une chair qui n'est ni tendue ni dense comme la viande de porc, mais qui est plus flasque. D'ailleurs, les fèves, dans l'Antiquité gréco-romaine, sont considérées comme la viande du pauvre. Elles sont assez riches sur le plan nutritionnel. Et d'ailleurs, du point de vue des élites, c'est un aliment plutôt populaire. D'ailleurs, le mot latin pour fève, c'est faber, et c'est la même étymologie en fait que le mot qui désigne l'ouvrier, le travailleur. Donc clairement, c'est un aliment des classes populaires et qui est apte du coup à répondre aussi à leurs besoins pour les efforts ou au travail, ou on va le voir ici, pour les gladiateurs. En plus, ce sont des aliments peu coûteux. Or, les athlètes sont souvent des hommes libres, les gladiateurs, quant à eux, sont plutôt des esclaves. Donc, leur alimentation est fournie essentiellement par le laniste. Donc, peut-être, c'est une hypothèse, peut-être aussi qu'il s'agit d'un moyen d'économiser aussi des dépenses par rapport à une viande qui est beaucoup plus chère, évidemment, que les fèves. Tout en garantissant donc un apport calorique suffisant. Alors, on trouve d'autres auteurs d'époque impériale, notamment chez Tacite, dans les Histoires, qui fait une comparaison en fait avec les gladiateurs. Il parle des guerres civiles, de l'année des 4 empereurs après la mort de Néron, et il dit donc que Vitellius distribuait à chaque soldat, comme à des gladiateurs qu'on engraisse, des viandes apprêtées, et la multitude accourut à grand flot, etc., etc. Donc ici on a bien l'image des gladiateurs qu'on engraisse, et on va le voir justement assez loin de l'image des gladiateurs musclés que l'on peut avoir. Autre passage chez Pline l'Ancien, dans l'histoire naturelle, il nous dit que l'orge est un aliment très ancien, comme il apparaît d'après la cérémonie des Athéniens rapportée par Ménandre, et le surnom des gladiateurs
qu'on appelait ordearii, c'est-à-dire les mangeurs d'orge. Mangeurs d'orge, donc ça montre que l'orge semblait être un des fondements de leur ration alimentaire. Alors ça, j'ai un petit peu après. Donc, si on croise ces différents passages, notamment celui de Pline et celui de Galien, on constate un point, c'est que l'alimentation végétale, à l'inverse des athlètes, semble caractériser l'alimentation des gladiateurs. Et donc, c'est là que l'archéologie vient en renfort. Donc, j'ai mentionné en introduction l'étude qui a été menée donc, à Éphèse en 2013-14. Et on a donc plusieurs sites où des corps de gladiateurs ont été identifiés comme tels. Parce que parfois, vous pouvez avoir des corps qui portent des coups, mais est-ce que ce sont vraiment des gladiateurs ou pas? On a des traces de gladiateurs à Pompéi, à York et Boracum, à Trèves, à Patras en Grèce, mais là où les corps sont identifiés avec le plus de certitude comme étant des gladiateurs, c'est à Éphèse. Alors la sépulture donc, à Éphèse a été découverte en 93, donc on a plusieurs dizaines d'individus qui ont été retrouvés, et les blessures qui sont observées sur les squelettes correspondent assez bien au combat en fait de gladiateurs. Ça correspond assez bien au type de blessures que pouvaient se voir infliger les gladiateurs. Alors, ces ossements ont pu être analysés notamment avec ce qu'on appelle les isotopes. Les isotopes, en fait, c'est l'empreinte que laissent les aliments sur les ossements. Alors, les isotopes ne permettent pas de distinguer forcément précisément l'aliment précis, mais on peut voir le type d'aliment. D'accord ? Et donc, chaque type d'aliment laisse une empreinte différente. Donc, on a des mesures en carbone, par exemple, qui permettent de déterminer s'il s'agit plutôt de céréales, de légumineuses, etc. Alors, ce que l'on observe, donc j'en viens directement aux conclusions de l'étude, mais je l'avais mise en introduction, cette étude. Vous pouvez la retrouver en ligne, elle est en accès libre. Donc, Stable Isotope on Trace Element Studies on Gladiators and Contemporary Romance from Ephesus, Implications for Differences in Diet. Donc, voilà, c'est en libre accès. Donc, j'en viens en conclusion de cette étude, donc, qui permet d'éclairer donc, les textes de Galien. Donc, ce qui apparaît effectivement, c'est que c'est une nourriture, une ration alimentaire essentiellement végétale. Et que la viande y tient une place finalement plutôt négligeable. Donc on trouve notamment des céréales, des légumes, des fruits, des légumineuses également, et notamment des fèves. Alors d'après les interprétations de ce régime, sachant que ces aliments sont consommés dans une quantité quand même, en quantité relativement importante pour acquérir une masse suffisante pour combattre. Je rappelle que l'équipement des gladiateurs est quand même assez lourd, c'est une trentaine, voire une quarantaine de kilos, et l'archéologie expérimentale montre qu'un combat de gladiateurs ne pouvait pas durer plus de 10 minutes. C'était assez bref généralement. Pourquoi ? Parce que les combattants sont très vite essoufflés. D'accord ? Donc ça repose surtout sur la force plus que sur l'endurance en fait. Et d'après les interprétations qui sont faites, on pense que les gladiateurs sont loin d'être musclés comme on se les imagine, mais ont un corps plutôt gras finalement, avec voilà, un ventre plutôt proéminent et loin en tout cas de la tête aux muscles bien robustes qu'on peut s'imaginer. Donc voilà un écart en fait avec l'image qu'on peut avoir parfois des gladiateurs. Autre caractéristique que je voulais mentionner dans ce que peuvent consommer les gladiateurs, les boissons à base de cendres. Alors Pline l'Ancien, dans l'histoire naturelle, rapporte la chose suivante. Ici de Varron, qui dit « Le foyer doit être une boîte à médicaments. De là, en effet, on tire un remède qui consiste à boire donc la cendre de lessive. » Alors, ce qu'on appelle la lessive, en fait, c'est de l'eau qui a été filtrée avec de la cendre. Donc c'est une décoction de cendre. On peut voir les gladiateurs, quand ils ont cessé de combattre, se réconforter avec cette boisson. Donc, c'est une boisson qu'on pourrait qualifier de boisson énergisante, en fait, qui redonne des forces. Donc c'est une décoction, on a tout un tas de décoctions qui existent dans la médecine antique, et les cendres interviennent assez fréquemment dans l'histoire naturelle, dans les traités de pharmacopée également. Donc c'est un peu les boissons énergétiques de l'époque, comme on peut en avoir aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que les analyses ostéologiques menées à Éphèse semblent confirmer cette pratique. Galien la mentionne également, notamment dans la méthode de traitement. Donc elle apparaît dans les textes, et les analyses ostéologiques montrent également qu'on a des traces de ce qui peut être interprété
comme une consommation de boissons contenant des traces de sang. Sachant évidemment qu'il y a une charge en carbone qui est assez importante, donc ça laisse facilement des traces sur le plan des isotopes. Autre pratique, qui est un peu plus en marge du régime, qui relève plus de la croyance, Pline l'Ancien rapporte que les épileptiques buvaient même le sang des gladiateurs, comme à des coupes vivantes. Il faut savoir que chez Pline l'Ancien, on a des éléments qui relèvent d'une médecine plus rationnelle, mais on a également des éléments qui relèvent plus de la magie en fait, et de la superstition. Là, ça semble plutôt appartenir à cette deuxième catégorie. Alors enfin, je voulais finir sur un dernier point, sur le corps athlétique. Est-ce que c'est une esthétique qui est valorisée, puisque on le voit, la statuaire, notamment, et puis l'iconographie de façon plus large, valorise effectivement, notamment dans la tradition grecque classique et hellénistique, le corps musclé et qui correspond au corps que sont supposés afficher donc les athlètes. Alors, effectivement, on peut avoir l'impression que le corps athlétique constitue un idéal, porté donc notamment par l'art. Et pourquoi ? Déjà, il y a le corps athlétique, l'image de l'athlète qui fournit des efforts, qui sculpte son corps, et puis également, dans le monde romain, au bain, au terme, qui est vraiment un espace du quotidien finalement, on est nu et donc on expose son corps. Or, dans les textes satiriques, chez Martial par exemple, on relève de très nombreuses indications sur des éléments relatifs au corps, à l'apparence, des moqueries parfois. Donc on voit que l'image du corps est une préoccupation très importante chez les Romains. Non pas forcément dans un souci d'esthétique, mais dans un souci moral une fois de plus. Pourquoi ? Parce qu'un corps bien proportionné reflète la maîtrise de soi et le respect d'un régime adapté et mesuré. Ce n'est pas forcément un souci de beauté en fait, même si ça peut être évidemment sous-jacent. Mais c'est aussi vraiment le souci de montrer qu'on est maître de soi-même. Et justement, l'obésité à Rome est très mal vue en fait. Elle est valorisée chez les Étrusques, par exemple, on le voit notamment sur les sarcophages, mais c'est ce que les Grecs appellent la truffée étrusque, c'est-à-dire l'excès dans les plaisirs notamment. Ça, pour les Romains, ce n'est pas acceptable. Et justement, les Étrusques, à l'époque républicaine, sont vus comme un peuple, une civilisation, qui se laisse trop aller. Même les femmes peuvent participer au banquet, à l'époque républicaine, ça choque. Alors, les femmes à Rome peuvent ensuite participer au banquet, mais en tout cas, au début de la République, ce n'est pas acceptable. Donc ça, c'est vraiment l'opposé du corps tel que les Romains se le figurent. Donc le corps vraiment doit être bien proportionné. Mais est-ce que pour autant, il doit être athlétique ? Donc ça, c'est ce qu'on va explorer à présent. En tout cas, ce que l'on peut constater, alors ça c'est une hypothèse un peu personnelle que j'ai formulée dans mes recherches, notamment pour ma thèse, il semble en tout cas que dans l'iconographie, il y ait une célébration, une mise en valeur, on va dire, une mise en valeur du mode de vie sain, d'une conciliation, d'un équilibre entre les efforts et le bon régime alimentaire. Exemple, cette mosaïque qui est conservée donc, au musée archéologique de Naples, et qui provient de Pompéi, où on voit donc ici un pugiliste, on le voit avec ses gants qui servent pour le combat. Il est mis sur un piédestal et on trouve sur une sorte de prédelle des aliments, on trouve des fruits, on trouve également un coq. Alors, bien évidemment, ça peut avoir une fonction simplement décorative, sachant que la nature morte, qu'on appelle les xénias, c'est un motif iconographique venant du monde hellénistique. Mais on va le voir, il y a d'autres indices qui peuvent aller en ce sens. Alors, je reviendrai sur ces éléments après. À Herculanum, dans les termes féminins, notamment dans les vestiaires, là c'est dans le tépidarium, on trouve au sol, sur les mosaïques, donc là on est dans un édifice thermal, or le thermalisme, je l'ai dit, fait partie de la diététique. Sur les mosaïques, on trouve représentés des objets liés à la consommation alimentaire et notamment au vin. On trouve des amphores, on trouve des louches qui peuvent servir à puiser le vin et à le mélanger dans le cratère, notamment donc, pour le mêler à l'eau. Donc on a une association assez claire ici entre le bain et la consommation de boissons. Or, dans les textes, notamment chez Juvénal, dans le Satyricon de Pétrone, on mentionne la présence de médecins au bain et qui accompagnait notamment la consommation de vin. Parce que c'était une pratique thérapeutique. Le vin a été un véritable médicament dans l'Antiquité. Et consommé dans un contexte thermal, il pouvait contribuer à la régulation des humeurs et au bon fonctionnement du corps. Et autre exemple qui confirme un petit peu cette piste, ici une villa romaine donc, à Marbella en Espagne, à Rio Verde, où là on est dans un espace domestique et cette mosaïque semble être rattachée à un triclinium, donc une salle à manger. A l'inverse ici, on trouve représenté
des instruments liés au terme. On trouve des sandales. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va au terme, comme le sol est chauffé par hypocauste et est brûlant, on doit marcher avec des sandales. On a des mosaïques en Afrique du Nord qui rappellent qu'il faut bien les mettre pour ne pas se brûler les pieds. On retrouve des strigiles qui servent au bain justement à étaler et à racler le corps, racler l'huile plutôt sur le corps. Donc ici, on a, dans un contexte de repas, un rappel des bains. Et du coup, mise en regard, ces deux mosaïques mettent en avant la complémentarité des bains et de l'alimentation, donc de la diététique, puisque c'est au cœur des prescriptions thérapeutiques des médecins pour garantir un corps fonctionnel et une bonne santé. Donc on comprend mieux aussi, in fine, la représentation du corps athlétique qui est valorisée. Donc ça répond aussi finalement au fameux précepte mens sana in corpore sano, donc un esprit sain dans un corps sain. Donc les mosaïques des termes de Caracalla, par exemple, conservées au musée du Vatican, montrent différents types d'athlètes, différents types d'activités sportives également, et là aussi on a des corps très musclés, avec des figures assez carrées. Alors ça correspond aussi à l'esthétique de l'époque. Sous le règne de Caracalla, dans l'iconographie, on voit des figures très massives, on le voit aussi dans les motifs non figuratifs, c'est toujours assez imposant. Donc l'esthétique de l'époque aussi valorise un corps assez athlétique. On le voit même dans les portraits impériaux, même pour les empereurs du IIIe siècle. On valorise là aussi l'aspect physique, l'aspect athlétique. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces empereurs au IIIe siècle sont des militaires aussi. Donc la force physique est valorisée. Alors, du côté des femmes, alors j'ai pas mis la légende, mais c'est une mosaïque qui est assez connue. Elle vient de Piazza Armerina, donc en Sicile, la Villa del Casal, donc, qui date du IVe siècle essentiellement. Et donc, on voit ici différentes activités sportives. On pourrait se dire c'est juste un peu divertissement, mais autre clé d'interprétation, je l'ai dit tout à l'heure. Alors il y a aussi donc, des bains qui sont présents dans ce complexe. Et là, on a un jeu de balle. Or, les jeux de balle sont prescrits par Galien, qui a écrit un traité à ce sujet. Donc ça peut aussi s'inscrire dans, à la fois le divertissement, bien sûr, mais aussi dans la pratique d'activités physiques qui garantissent un corps sain. Donc on voit en tout cas que dans les mentalités, c'est ce que semble refléter l'iconographie, puis les textes nous éclairent évidemment à ce sujet, il y a un véritable souci de soi, un véritable souci du corps, d'un corps façonné par l'effort, mais pas trop non plus, on va le voir. Alors, justement, chez Galien, et ça c'est assez intéressant, on trouve des prescriptions, des recommandations plutôt, assez détaillées sur ce que doit être le corps idéal. Il y a à la fois des considérations médicales, mais on va le voir aussi, il y a une dimension plutôt esthétique, on pourrait dire. Galien nous dit dans le traité de l'hygiène, selon nos normes, le poids du corps idéal est à mi-chemin entre mince et corpulent. Il ne faut pas être non plus trop maigre et trop chétif, et il ne faut pas être non plus en surpoids, voire obèse. Et il n'y a aucune différence entre corpulent et obèse. Pour lui, c'est du pareil au même. Il faut un corps qui reflète la mesure. Et puis, dans ce même traité de l'hygiène, d'autres détails, il nous dit « Mais le meilleur corps, dont nous parlons maintenant, correspond au standard de Polyclète, qui est donc un célèbre sculpteur en époque grecque classique, comme celui dans notre pays, en tant que pays idéalement tempéré. » Alors, il parle de notre pays, donc de Pergame. Beaucoup de corps semblables y sont vus, mais parmi les Celtes, les Scythes, les Égyptiens ou les Arabes, on ne pourrait jamais rêver de voir un tel corps. Donc on voit aussi qu'il y a une classification déterministe. Je ne dirais pas raciste parce que ce serait anachronique bien sûr, mais en tout cas c'est déterministe. C'est-à-dire que, alors non seulement le corps, mais également les mœurs, les mentalités des individus dans le monde antique sont façonnés, en tout cas c'est ce qu'on pense, sont façonnés par l'environnement. Et ça la médecine le comprend totalement, c'est ce qu'on appelle le déterminisme, donc l'idée que la qualité de l'air, de l'eau, le climat, etc. façonnent les traits physiques et moraux des individus. Et donc justement ici pour illustrer le propos de Galien, j'ai mis le fameux diadumène de Polyclète. Alors c'est une copie d'époque romaine, mais d'après un bronze original du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc conservé à Athènes. Donc ça illustre bien finalement que cette statuaire antique, c'est pas simplement un idéal un peu lointain, un peu fantasmé, mais c'est vraiment finalement ce que la médecine préconise. Ici, Galien nous dit clairement le corps idéal, c'est celui qui atteint finalement le modèle des standards de Polyclète. Dans le traité de la médecine, du côté de chez Cels, donc, qui écrit en latin, je le rappelle, il nous dit que le corps le mieux constitué est d'ailleurs de forme carrée, ni grêle, ni obèse.
car une silhouette longiligne, si elle sied quand on est jeune, se trouve aussi prématurément accablée par la vieillesse. Un corps frêle manque de force, un obèse de vivacité. On trouve toujours cette idée que le corps doit être performant. Et un point important, c'est que le régime et les activités physiques également doivent aussi permettre de préparer la vieillesse. Ça, c'est un point important de la diététique, c'est qu'en fait, on anticipe, on prépare sa vieillesse finalement dès l'âge, dès la jeunesse finalement, et dès la maturité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Pline l'Ancien, on voit même des conseils aussi pour contrôler son corps, pour ajuster sa taille. Pline l'Ancien nous dit, pour ceux qui veulent prendre du poids ou relâcher le ventre, il convient de boire en mangeant. Au contraire, ceux qui veulent perdre de l'embonpoint et resserrer leur ventre doivent rester sur leur soif en mangeant et boire peu ensuite. Donc on voit qu'il y a des prescriptions, des conseils aussi pour ajuster son corps selon les besoins et selon l'objectif que l'on souhaite atteindre. Et donc j'insiste vraiment sur cette idée que le regard de l'autre finalement conduit aussi évidemment à adopter des stratégies pour se conformer aux normes de l'époque. Donc on voit vraiment qu'on a des normes qui se définissent très clairement édictées par Galien, et le régime est finalement une manière d'atteindre ces normes et de correspondre aux représentations sociales de l'époque. Donc, pour conclure, nous pouvons le voir, donc athlètes et gladiateurs sont soumis à un régime bien défini qui vise donc à atteindre des performances. On peut parler vraiment de prescriptions performatives. Donc, si aujourd'hui le régime des sportifs est valorisé, eh bien, le jugement qui est porté à leur sujet dans l'Antiquité est bien plus mitigé et ambigu. En tout cas, cette question du régime des athlètes interroge les normes alimentaires, le rapport au corps, et également l'image de soi donc, face à l'autre. Et ce sont finalement autant de questionnements, de problèmes liés au corps, à l'alimentation, qui demeurent d'actualité et qui mettent en jeu donc l'identité de l'individu, ses valeurs, ses représentations. Je vous remercie. Donc alors là, on va passer aux questions. Essayez de parler assez fort parce que la salle est un peu grande, donc ça fait un peu d'écho et on n'entend pas très bien. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, allez-y. Oui. Est-ce que pareillement, déjà merci beaucoup pour votre conférence, est-ce que pareillement à la hiérarchie dressée pour les viandes, est-il une hiérarchie faite pour les légumineuses ou d'autres légumineuses? Alors, déjà, du point de vue social, je parlais du point de vue social, effectivement, les légumineuses sont vues davantage comme une nourriture du peuple. Après, pour les légumes, là aussi, peut y avoir une hiérarchie qui est un petit peu plus fine. Alors, globalement, pour les élites romaines, il y a vraiment un souci de distinction par l'alimentation. On va privilégier aussi parfois des produits lointains d'importation. Et donc, par exemple, les carottes, je donne un exemple, valorisées aujourd'hui dans la diététique contemporaine, les carottes sont plutôt méprisées des élites. Par contre, les laitues sont assez fréquemment consommées par tous. Donc, voilà, les images, les hiérarchies sont aussi valables pour les légumes. Alors, pour les fruits également, les fruits d'importation, comme les prunes qui viennent de Syrie, notamment de Damas, et qui valent aussi cher, parce que ce sont des produits de conserve, qui traversent de longues distances, vont être valorisés par les élites. Et puis des fruits beaucoup plus simples, comme de simples pommes, peuvent être consommés par l'élite, mais en tout cas seront jugés moins nobles en tout cas que des produits importés. En tout cas, il y a vraiment un souci pour les Romains, mais de l'élite j'insiste, sur l'origine des produits. On pourrait presque parler d'appellation d'origine avant l'heure, parce que dans les textes, on a énormément de mentions sur l'origine géographique des produits. Et donc, on a véritablement une géographie des terroirs en fait. Et l'origine d'un produit va conditionner sa qualité gustative et parfois aussi diététique. Et ça, les textes médicaux le disent. Il faut privilégier plutôt telle variété plutôt que telle variété, parce que les propriétés, humidifiantes, nourrissantes seront meilleures pour le corps. Donc en tout cas, on a vraiment dans les textes et littéraires et puis aussi donc médicaux une hiérarchisation qui est assez nette. Oui. Merci beaucoup pour votre conférence. Est-ce que lorsqu'il y a une découverte d'un produit un peu exotique, par exemple en dehors de l'Empire, si on prend l'exemple de l'Europe, est-ce qu'il y a tout de suite une étude précise de l'aliment en ce qui est ses vertus médicales? Alors justement, on a des exemples de fruits qui répondent à votre question. Alors, on a notamment quelques fruits qui sont importés au 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome et qui sont implantés ensuite, au gré des conquêtes en Orient notamment.
On a la cerise, par exemple, qui est rapportée à Rome par le général Lucullus. On a la pêche et l'abricot, qui viennent du Proche-Orient. Et effectivement, dans le traité sur les facultés des aliments de Galien, on trouve la pêche et l'abricot. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la cerise de mémoire, j'ai un doute. Mais en tout cas, on a la pêche et l'abricot, ça c'est sûr. Donc, on voit qu'il intègre des produits qui ne sont pas mentionnés chez Hippocrate, par exemple. Donc, il y a une actualisation, effectivement, des produits au gré des conquêtes. Et on le voit, de manière générale, dans les textes d'époque impériale, chez Galien, on le voit chez Pline également, qui est écrit au 1er siècle, un petit peu avant Galien. On tient compte des innovations gastronomiques, et même des innovations de la diététique parfois. Les vins également obéissent à de véritables modes, donc tout n'est pas figé. On a effectivement des évolutions, des nouveautés, et justement c'est un vrai enjeu pour la diététique, comment intégrer ces aliments. Alors Galien, notamment dans le traité sur les facultés des aliments, dans la méthode de traitement également, donne pas mal d'indications sur comment faire quand on ne connaît pas le produit. Quand on est en voyage par exemple. Quand on est en voyage, alors non seulement on va être exposé à des milieux naturels différents, donc il faudra adapter son régime. En plus, il y a le mouvement du voyage, etc. Faut en prendre compte. Et puis en plus, on va découvrir des produits qu'on n'a pas l'habitude de consommer. On va être amené à boire une eau qui aura des propriétés différentes. Donc en fait, il faut constamment penser à tous les paramètres qui doivent conditionner le régime lorsqu'on est en voyage. Donc ça, la médecine le conçoit tout à fait. Comment anticiper des produits nouveaux ou inconnus. Et Galien nous dit, il faut comparer. Quand on a un produit qui ressemble à quelque chose qu'on connaît, testons, voyons voir, et puis il dit, c'est l'expérience ensuite qui permet de déterminer si c'est bon ou mauvais. Mais en tout cas, il y a vraiment une actualisation de la diététique, ça c'est vrai. Et puis à la fin de l'Empire, on a de nouveaux produits qui font leur émergence. Notamment chez un auteur, il est byzantin, il écrit au tout début 6e siècle, mais il écrit pour le roi des Francs. Il s'agit de Antime, médecin byzantin, qui a écrit donc un traité qui s'appelle De Observatione Ciborum, et c'est un catalogue d'aliments à la mode de Galien, et dedans par exemple on trouve le saumon, qui n'était pas consommé à l'époque impériale, mais qui est davantage consommé par les peuples germaniques. Le beurre fait son apparition. Il condamne le garum, les sauces de poisson, alors que Galien l'utilise très largement. Donc on voit à la fin de l'Antiquité une inflexion avec l'émergence de nouvelles cultures en fait en Occident. Mais en même temps, une continuité aussi avec la tradition antique. Oui. Pour rebondir un peu plus sur la question, vous n'avez pas parlé ni d'œufs ou de fromage dans votre présentation, c'est des choses que alors, pour les gladiateurs et les athlètes, ce n'est pas mentionné. Par contre, ce sont des produits largement consommés. Alors, les fromages, effectivement, sont consommés au quotidien. Et alors, ils peuvent être consommés par les athlètes ponctuellement, mais ce n'est pas ce qui fait partie vraiment du fondement de leur régime. Mais oui, il y a quelques sources quand même qui les mentionnent. Et les œufs sont aussi consommés très largement à Rome. Alors, ils peuvent être cuits notamment dans la cendre. Alors justement, on parlait de la cendre tout à l'heure, et c'est chez Pline de mémoire, où on a tout un tas de recommandations sur les meilleures manières de cuire les œufs. Donc les œufs font vraiment partie du régime, effectivement. Et sont consommés très largement, par toutes les catégories sociales, et le fromage également. Ouais. Et le fromage, d'ailleurs, autant par les catégories populaires que les élites. Dans l'histoire Auguste, alors, il faut vraiment se méfier de l'histoire Auguste, c'est dans son biographie du 5e siècle, on rapporte qu'Antonin le Pieux serait même mort d'une forme d'intoxication ou d'un excès de consommation de fromage des Alpes. En tout cas, c'est ce que rapporte l'auteur de l'histoire Auguste. Mais voilà, ce sont deux produits qui sont très présents, en tout cas, dans l'alimentation au quotidien. Il y a un livre qui est paru d'ailleurs récemment sur le fromage en Gaule et sur le fromage de l'Antiquité plus largement. D'autres questions ? Ouais. Est-ce que le poisson est consommé par les athlètes ? Par les athlètes ? Alors, au niveau de l'archéologie, comme je disais, c'est pas quelque chose qui semble en tout cas pour les gladiateurs qui ont été analysés, c'est pas quelque chose qui semble prédominant. Ensuite, dans les textes, j'ai pas vu de référence d'athlètes qui mangent du poisson. Par contre, le poisson est largement consommé, mais une fois plus, dans les hiérarchies alimentaires de l'époque, c'est plutôt un produit coûteux. En tout cas, les poissons de mer. Dans les textes, on parle surtout des poissons de mer qui sont parfois vendus à prix d'or. Et ce qui est intéressant, c'est que l'archéologie, notamment l'ichtyologie, montre que les catégories plus modestes consomment assez largement des poissons d'eau douce. Mais ça, les textes en parlent peu, parce que c'est peu digne de considération, en fait. En tout cas, le poisson et tous les fruits de mer également sont largement consommés. Les huîtres, les crustacés,
voilà, font partie régulièrement de la table des Romains. Et puis l'iconographie représente aussi assez souvent des natures mortes où on voit des poissons, bien qu'ils sont plus des viviers. Et les Romains ont d'ailleurs développé des viviers à l'époque républicaine pour disposer en permanence de poissons, des parcs à huîtres. Donc voilà, il y a un souci de... Et d'ailleurs le poisson, dans les hiérarchies alimentaires de l'époque, contrairement au Moyen-Âge par exemple, où le poisson est considéré comme une nourriture maigre et la viande comme une nourriture grasse, on n'a pas cette distinction dans l'Antiquité. Et pour les élites, le poisson de mer est bien plus valorisé que la viande en fait. Oui. Est-ce que pour des personnages qui soient vertueux comme Alexandre, voire même affreux, comme Néron, est-ce qu'on leur attribue une alimentation justement par rapport Oui. à Romain? Alors justement, de façon assez stéréotypée, on le voit bien chez Suétone, on le voit bien dans l'Histoire Auguste, le bon empereur, comme Auguste par exemple, c'est celui qui est capable de mesurer son régime et surtout qui accorde peu d'attention au plaisir de la table pour pouvoir se consacrer pleinement aux affaires de l'État. Suétone nous dit que Auguste ne prend même pas le temps de manger, il grignote en litière, il est désintéressé vraiment des repas, des plaisirs de la table. Pourquoi? Pour se mettre rapidement au travail. D'accord. Tibère est aussi un petit peu dans cette optique. Et à l'inverse, effectivement, l'empereur tyrannique, c'est celui qui engloutit littéralement les richesses de l'Empire dans les plaisirs de la table. Donc c'est le cas de Commode par exemple, c'est le cas de Caligula, de Néron, même si Suétone nous dit, malgré tous ses excès, Néron n'est jamais tombé malade, quasiment, ou très peu de fois. Et puis le meilleur exemple, c'est Élagabal aussi, qui est vraiment présenté comme un empereur cuisinier, mais c'est pas un compliment pour l'époque, c'est évidemment plein de mépris, parce que les cuisiniers sont souvent des esclaves, donc c'est vraiment une façon de montrer qu'il se réduit en s'identifiant au cuisinier aux fonctions les plus méprisables en fait. Mais en tout cas, voilà, il y a une association entre régime sain et bon empereur, et empereur tyrannique et excès. Parce que ça symbolise la démesure, l'hubris qui est le propre du tyran, et puis également le bon empereur, c'est celui qui est capable de gérer, de gouverner son corps, donc capable de gouverner l'État. Et comment un empereur pourrait bien diriger l'État s'il ne peut pas se diriger lui-même? Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais pu l'intégrer, il y a un empereur qui incarne vraiment cet idéal, c'est Sévère Alexandre. Dans l'Histoire Auguste, Sévère Alexandre est justement, ça c'est intéressant, est présenté comme un empereur très soucieux de sa santé. Il a un régime très équilibré, il consomme beaucoup de lièvre notamment, qui est jugé comme un aliment très sain dans l'Antiquité. Et ce qui est intéressant, c'est dans la statuaire, mais ça correspond un peu au canon de l'époque, il est justement représenté de façon très athlétique. Quand on regarde les statues de Sévère Alexandre, c'est très massif, c'est vraiment le corps athlétique, c'est colossal même parfois. Si on prend l'exemple qui est conservé au musée Archéo de Naples. Et donc, c'est le bon prince par excellence. Alors, il est idéalisé par l'auteur de l'Histoire Auguste. Pourquoi? Parce que juste avant, on a la biographie d'Élagabal, donc il y a un contraste entre les deux, entre le mauvais prince Élagabal qui ne sait pas se contrôler, et puis Sévère Alexandre, bon prince, nouvel Auguste presque, et même nouvel Alexandre, qui justement sait se contrôler. Alors, on évoquait Alexandre. Alexandre, c'est un cas un peu plus ambigu, parce que c'est un grand conquérant, c'est vrai, mais en même temps qui se livre avec excès à la consommation de vin, jusqu'à commettre des excès dans les moments d'ivresse, donc c'est un peu plus ambigu. Mais Trajan, qui est aussi un nouvel Alexandre, boit beaucoup aussi. Mais c'est pas forcément critiqué, parce que justement, c'est un nouvel Alexandre par ses conquêtes en Orient. Il y avait d'autres questions? Oui. Oui, c'est donc tout ce rapport à l'alimentation que vous avez développé pour les élites. C'est vraiment un facteur d'appartenance à la romanité. Et donc, est-ce qu'on a une idée de l'ancrage qu'il pouvait y avoir partout dans l'Empire et dans le temps qui est présent? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question, mais on va voir, c'est pas évident de répondre. En fait, au niveau des sources textuelles déjà, on dépend essentiellement de sources qui sont centrées sur Rome et sur l'Italie romaine. Donc, on a assez peu d'éléments sur l'approche plus provinciale. Cela étant, alors justement, chez Galien, et c'est tout l'intérêt de l'œuvre, on trouve des éléments qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur le régime alimentaire. Il nous donne des éléments notamment sur le régime alimentaire en Asie mineure, sa terre d'origine, et puis également sur l'Égypte. Et il nous rapporte qu'il existe même carrément un régime alexandrin, propre à Alexandrie, et parmi les éléments qui prédominent dans ce régime alexandrin, on trouve de l'âne, qu'on ne consomme pas du tout dans l'Italie romaine, par exemple, à son époque. Donc il existe des variantes régionales. Il rapporte également des recettes de préparation à base de céréales qui ont cours dans les campagnes d'Asie mineure, et donc des préparations. Alors ça peut ressembler aussi à des gâteaux faits à partir de céréales qu'on fait en Italie, mais ce sont des recettes spécifiques et typiques de sa région. Donc voilà, ça c'est un premier point.
En tout cas, ce qui est certain, et d'après ce que nous dit Galien, c'est que, notamment dans les campagnes, les usages alimentaires antérieurs à la conquête subsistent très certainement. D'accord ? Bon, après, cela étant, autour du bassin méditerranéen, il y a une circulation des produits, déjà parfois avant l'arrivée même de Rome, on voit avec le vin par exemple, qui fait que finalement, il n'y a pas forcément de grands bouleversements. Mais par exemple, dans le sud de la Gaule, la céramologie nous montre que, avec l'arrivée de Rome, il y a des transformations dans la manière de préparer les aliments. Les instruments de cuisson se diversifient, notamment avec l'apparition du pot à cuire, qui est assez typique à la cuisine romaine. Donc ça a bien été étudié notamment par Michel Batt, B-A-T-S, à Olbia de Provence. Et il a montré comment le contact avec Rome entraîne une modification des pratiques alimentaires. Donc dans la manière de préparer, on a effectivement des altérations. Puis après, bien évidemment, si on prend le cas de la Gaule, notamment la Gaule chevelue, l'introduction de produits, alors le vin était importé de façon massive avant l'arrivée de Rome, mais l'huile d'olive par exemple, le garum, également la sauce de poisson, sont des produits assez emblématiques de la civilisation romaine qui font leur pénétration ensuite dans les provinces. Et puis les soldats sur les frontières, ça c'est aussi un point intéressant. Alors d'ailleurs, il y a aussi toute la question du régime des soldats. D'ailleurs, en juillet, on a un petit colloque à la Sorbonne justement, ce sera au Serpentes, sur la question des soldats et des sensibilités. Et je ferai une petite présentation sur le régime des soldats d'ailleurs. En tout cas, donc, pour les soldats, déjà c'est un vrai marché économique, intéressant pour les négociants en vin par exemple. Et on voit qu'il y a une attente chez les soldats, et encore plus chez les officiers évidemment, de pouvoir consommer les produits qu'ils consommaient à Rome. Par exemple les huîtres. On a des traces de consommation d'huîtres en Suisse actuelle, parce que ça répond à une demande, et que les huîtres étaient très populaires dans l'Italie romaine. Donc les soldats aussi sur les frontières diffusent auprès des provinciaux, et qui viennent souvent s'agréger auprès des camps au sein des canabae, une imitation aussi du modèle alimentaire du conquérant. Et du point de vue des élites, on le voit aussi avec l'habitat, assez vite, les élites provinciales font aménager des triclinias pour manger à la romaine en fait. Donc après, évidemment, du point de vue des campagnes, du point de vue des populations plus humbles, c'est un peu plus compliqué à approcher. Après, évidemment, l'archéozoologie, l'archéobotanique permet d'avoir des approches plus nuancées. En tout cas, c'est pas uniforme, ça c'est un point important. Il y a des évolutions chronologiques qu'on peut distinguer, notamment sur la consommation de certaines espèces animales. On le voit en Italie, pour le Haut-Empire, dans certaines régions, par exemple, c'est le porc qui prédomine, puis après les ovins, les caprins vont prendre le dessus, donc il y a des évolutions. Et puis également, donc, sur les frontières, on voit aussi des évolutions. Donc il y a des questions de mode, bien sûr. Bon, après, il y a des questions de conjoncture économique qui peuvent jouer aussi. En tout cas, il y a une variété. Il y a un point important, Rome n'a jamais cherché à imposer son modèle alimentaire, tout comme elle n'a jamais imposé ses dieux ou sa culture de force. Mais c'est plus une imitation, en fait, des provinciaux, des Romains par les provinciaux. Oui. J'avais bien une question, je ne sais pas si on a la réponse, mais est-ce qu'il y a des traces d'écrits qui décriraient des breuvages, des mélanges qu'on pourrait qualifier de dopage à notre époque, qui faisaient surperformer les athlètes? Alors, justement, ce qui répond à votre question, en fait, c'est la fameuse boisson à base de cendres, qui permet de renforcer, qui donne de l'énergie concrètement. Alors après, je n'ai pas vu de traces de préparation qu'on pourrait qualifier vraiment comparé à du dopage. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a tout un tas de préparations à partir du vin, mais qui ont des fonctions plutôt médicales en fait, de pharmacopée, et qui peuvent aider au fonctionnement du corps. Chez Dioscoride, par exemple, qui est un auteur de pharmacopée, on a de nombreuses recettes de vins aromatisés, avec du poivre, des plantes. Alors, il y a une dimension gustative bien sûr, mais il y a souvent aussi une dimension médicale. En tout cas, le souci des préparations ou culinaires ou des breuvages, du point de vue des médecins, c'est garantir la bonne santé ou corriger les dysfonctionnements du corps, et puis aussi faciliter la digestion. Ça, c'est un point essentiel, c'est vraiment une obsession des médecins, ça revient constamment dans les traités diététiques. Oui. Est-ce qu'il y avait des aliments refusés aux athlètes? Alors, j'ai pas vu dans les textes de traces de refus vraiment absolu, parce que là, effectivement, on était plutôt dans le prescriptif, mais j'ai pas vu de traces chez Galien, notamment, d'interdit vraiment de consommer tel ou tel aliments. Puis de manière générale, je rappelle que, plus largement, il n'y a pas vraiment d'interdit alimentaire à Rome. Enfin, il y en a, mais c'est très marginal, en fait, pour les flamines, par exemple, ou dans les cultisiaques, mais voilà, c'est assez limité.
Oui. Est-ce que le métier de cuisinier, qui peut être assez dégradant, ce que j'ai compris à l'époque, notamment en romaine, est-ce qu'on lui attribue quand même petit à petit des sortes de vertus, notamment dans la maîtrise des aliments et donc Ouais. peut-être de la cuisine? Alors ça dépend des sources en fait. Chez Plaute, qui écrit donc à l'époque républicaine, fin 3e siècle avant, on a, notamment dans la pièce du Pseudolus, on a une image des cuisiniers qui est très mauvaise en fait. On les présente comme très roublards, prêts à escroquer les maîtres pour qui ils travaillent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette pièce, justement, un des cuisiniers dit je promets, alors je crois que c'est au moins une centaine d'années à vivre pour qui mangera mes préparations. Mais on le présente comme quelqu'un de fourbe et de méprisable. Alors que chez Athénée-Nocratis, justement, mais là on est au 2e siècle après Jésus-Christ, enfin 3e même, début 3e, on a une valorisation du cuisinier, mais attention, qui s'appuie sur des auteurs d'époque hellénistique également, où le cuisinier est présenté comme un artiste, capable de transformer les aliments, et il est présenté effectivement, justement, comme très savant dans de très nombreux domaines. On dit même carrément que le cuisinier doit être savant en géométrie, en astrologie. D'ailleurs, il y a un lien avec l'astrologie, puisque dans le Satyricon de Pétrone, on a un plat qui est un zodiaque, d'ailleurs, une mise en scène du zodiaque, avec les aliments, en imitant les différents signes. Et donc, on dit effectivement que le cuisinier connaît, comme nul autre, les propriétés des aliments. Ça suppose, alors, c'est un idéal de cuisinier, bien sûr, et ça peut supposer, c'était un des objets de ma thèse aussi, qu'il a aussi des connaissances médicales. Et Galien, justement, on le voit dans ses œuvres, pénètre très souvent dans les cuisines. De simples particuliers, mais il va même jusque dans les cuisines du Palatin. On le sait parce qu'il y a une anecdote où il va dans les cuisines du Palatin sur une de commode pour récupérer et observer un cœur d'éléphant. Ce qui suppose que l'éléphant était mangé d'ailleurs. Puisqu'on mangeait d'ailleurs, en parlant de sport, on mangeait les animaux de l'amphithéâtre. Ça, ça a testé. La viande d'ours, par exemple, a été mise en vente sur les marchés. Mais plutôt réservée aux catégories moyennes, probablement. Les élites, éviter de manger des animaux trop sauvages. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi sur la consommation de viande, c'est que manger trop de viande, voire que de la viande, c'est être un barbare, en fait, du point de vue romain. Alors que la plante cultivée symbolise la civilisation. Justement, dans l'histoire auguste, l'empereur Maximin le Thrace, qui règne dans cette fameuse période troublée de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'anarchie militaire, ou la crise du IIIe siècle, dans l'histoire auguste, il est présenté comme consommant justement des quantités phénoménales de viande. Une manière de montrer, parce qu'il est originaire de Thrace, donc des confins du monde civilisé, qu'il est un peu barbare sur les bords, parce qu'il consomme beaucoup trop de viande, en fait. Donc il y a cette dimension aussi qui est importante. Oui. Arrivait-il que les plats soient épicés, j'entends par là? Est-ce qu'on pouvait y ajouter du sel? Ah oui, tout à fait, oui. Alors justement, les médecins appellent à la prudence là-dessus. Pas trop épicé, pour deux raisons. Ça perturbe la digestion, et en plus, ça excite la gourmandise. Ça force à boire du vin, et ça donne envie de manger davantage. Et quand on prend les recettes d'Apicius, qui ont été compilées donc à la fin de l'Empire, on a effectivement une présence des produits aromatiques très très importante. Le poivre qui prédomine très largement en proportion, et puis ensuite des plantes aromatiques souvent très amères. Les Romains apprécient beaucoup cette saveur. On a notamment le fameux Silphium de Cyrénaïque, une plante qui était tellement apportée qu'elle a disparu, nous dit Pline. À l'époque de Néron, on rapporte à Rome le dernier plan de cette plante. On a également la rue, R-U-E, qui est une plante très amère, qui est aujourd'hui une plante assez courante, mais qui n'est pas consommée, très appréciée des Romains. Donc on a des mélanges parfois jusqu'à quasiment une dizaine de produits aromatiques, mais dans les recettes les plus complexes, et puis aussi pour des cuisiniers et des maisons qui ont les moyens aussi d'accumuler tous ces produits, bien sûr. Sachant que ces produits peuvent être importés de loin. Le poivre, on le sait, est importé d'Inde, notamment. Et à Rome, il y avait des entrepôts à poivre, tout près du forum. Et on devine aussi que le poivre, évidemment, avait un prix assez élevé. En tout cas, oui, les produits aromatiques jouent un rôle très important. Et dans cela, il y a une continuité avec le Moyen-Âge, où justement, au Moyen-Âge, la cuisine des élites, c'est une cuisine où l'utilisation de produits aromatiques est très importante. Et comme au Moyen-Âge, en fait, l'accumulation de ces produits aromatiques, il y a une dimension un peu ostentatoire, montrer qu'on a les moyens, notamment avec le poivre. Il y a une dimension gustative. La cuisine romaine, enfin la haute cuisine romaine en tout cas, ça consiste à accumuler le plus possible de saveurs. Et puis le jeu, en quelque sorte, c'est de déceler les ingrédients qui composent le plat. Bon, ça peut paraître un peu indigeste parfois quand on lit certaines recettes, mais pour avoir expérimenté, c'est tout à fait mangeable et c'est même plutôt bon parfois. Et je pense aussi que dans une certaine mesure, il peut y avoir aussi une dimension médicale, dans le sens où ces produits aromatiques, ces plantes peuvent aussi stimuler la digestion. Bon, en tout cas, les médecins appellent aussi à la mesure, à l'utilisation des produits aromatiques.
Sachant que dans le traité d'Apicius, on a des recettes diététiques. Et d'ailleurs, je parlais des bains tout à l'heure, on a même des recettes pour les bains, à prendre à la sortie du bain. D'ailleurs, on pouvait manger au bain, il y avait aussi des établissements alimentaires à proximité immédiate. Et donc, chez Apicius, on a un peu moins de 10 recettes, je crois 6 suites de mémoire. On a par exemple une recette d'oursin à préparer avec une sauce particulière pour être pris à la sortie du bain. Et si on précise que c'est à prendre à la sortie du bain, c'est qu'il y a une dimension diététique, ça c'est certain. C'est pas dit explicitement, mais bon, voilà, quand on compare les sources, ça semble évident. Et le but, c'est quoi? C'est de stimuler l'estomac. Des recettes facilement digestes et qui soutiennent le fonctionnement du corps, sachant que les différentes températures qu'on expérimente au bain jouent aussi sur les humeurs. Donc l'aliment vient en complément en fait des effets du bain. Et c'est ce que dans ma thèse j'appelle une cuisine thermale. En fait, on a vraiment tout un ensemble de prescriptions diététiques et culinaires qui doivent s'articuler avec le passage au bain. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors merci d'avoir assisté à cette conférence. Alors on vous donne un rendez-vous pour nos prochaines conférences. Alors pour avoir toutes les informations, le plus simple c'est de nous suivre sur Instagram. Donc notre compte c'est très simple, c'est Sorbonne Antique. Et vous aurez toutes les informations sur les prochains événements qui sortiront. Donc a priori il y aura encore 2 ou 3 conférences, dont les Nocturnes de l'Histoire fin mars. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup.